9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Comment ne pas reconnaître ce générique? Le 16 septembre 81 sortait en France Les Aventuriers de l'Arche perdue de Steven Spielberg, où apparaissait Indiana Jones, devenu aujourd'hui, d'après tous les sondages, le personnage préféré des spectateurs du monde entier, bien devant les super-héros et consorts. Un documentaire réalisé par Clélia Cohen et Antoine Coursat, diffusé sur Arte ce soir. Il s'appelle Indiana Jones à la recherche de l'âge d'or perdu, célèbre cette consécration et le 40e anniversaire de ce qui est devenu une licence. On est plus proche de l'analyse ludique que du bonus dithyrambique, et c'est ce qui en fait également le sel. Bonjour Clélia Cohen. Bonjour. Vous êtes journaliste et réalisatrice spécialisée dans le cinéma et les séries. Avec nous, Antoine Coursat, bonjour. Bonjour. Vous êtes réalisateur de documentaires et vous en avez signé plusieurs avec Clélia Cohen justement. D'abord, question simple, tant est qu'on puisse l'expliquer en quelques mots. Comment expliquez-vous qu'Indiana Jones soit devenu à ce point une icône, sinon l'icône de la pop culture? Clélia. En 2-3 points très simples, il y a déjà une identification immédiate qui se fait par des signes extérieurs qu'on reconnaît au premier coup d'œil. Un chapeau, un fouet, un blouson en cuir, un petit sourire de côté. Ouais. Et ça, il y a assez peu de héros qui ont comme ça une silhouette signée. Il y a James Bond, il y a Superman et il y a Indiana Jones. Et je pense que pour une icône de la pop culture, c'est très important d'avoir créé cette silhouette reconnaissable même en ombre chinoise. Je pense qu'il y a aussi le fait que c'est un personnage qui est à la fois un enfant et un adulte. Et donc, il avait cette capacité à séduire un peu tous les publics. Tout le monde connaît évidemment Harrison Ford dans la peau d'Indiana Jones, sauf que à la base, c'était Tom Selleck qui devait avoir le héros de la série Magnum. Ça aurait changé quelque chose, selon vous? Ah bah oui, je pense que ça aurait changé beaucoup de choses. Je pense qu'effectivement, comme disait Antoine, il y a une dimension un peu enfantine chez Harrison Ford qu'il n'y a pas du tout chez Tom Selleck. Tom Selleck, c'est vraiment un mâle viril. Ouais. Harrison Ford a une virilité, mais il a aussi une part d'enfance et de malice qui a tout changé. Et en fait, George Lucas, il était très réticent. En fait, Spielberg voulait depuis le début Harrison Ford, Ouais. mais George Lucas était réticent parce que c'était son héros de La Guerre des Étoiles et de l'Empire contre-attaque qui étaient déjà sortis, ces deux films à l'époque. Et finalement, comme Tom Selleck était pris par une série qui s'appelait Magnum et qui ne pouvait pas quitter les États-Unis pour aller tourner à Indiana Jones, finalement le choix s'est reporté sur Harrison Ford. Alors vous racontez dans votre doc qu'aucun studio à Hollywood ne voulait des Aventuriers de l'Arche perdue, de la même manière qu'aucun studio ne croyait en Star Wars, qui lui a été réalisé par Lucas, qui est le producteur des Aventuriers. Est-ce que c'est pas là le propre des plus grands succès, maudits au départ, ovationnés à l'arrivée? On dirait presque le cliché d'une success story. Antoine Coursat. Alors, il y a deux choses. Il était déjà refusé parce que Spielberg lui-même avait eu des grands succès, mais était dans une période de creux. Il avait réalisé un film. Alors, il était très connu à Hollywood pour être quelqu'un qui dépasse les budgets, qui dépasse très largement le nombre de jours de tournage. Et il s'était pris un four juste avant. Donc, les studios étaient très, très réticents. On perd beaucoup plus vite la confiance qu'on ne la gagne à Hollywood. Et la deuxième chose, c'est que le genre aventure était un genre un peu passé de mode. Ah oui. Depuis longtemps à Hollywood. Et donc, comme Spielberg et Lucas souhaitaient rendre hommage au cinéma de leur enfance, les studios regardaient ça un peu avec condescendance en se disant, bon, ils vont nous faire un truc un peu vieillot, un peu ringard. Et c'est vrai qu'à l'époque, personne n'imaginait que ça pourrait avoir un tel succès. À l'époque, la tendance, la hype, comme on disait là-bas, le nouvel Hollywood était représenté par Coppola, Le Parrain, Apocalypse Now, Scorsese, Taxi Driver, des films beaucoup plus sérieux. Lucas, Spielberg, eux, ils bousculent tout. Ils imposent du divertissement pur, qu'on appelle également le film popcorn. Est-ce qu'ils n'ont pas un peu perverti le système? Oui et non, parce que moi, comme nous sommes tous les deux des enfants des années 80, on va dire non, parce que c'était aussi génial d'être un enfant et d'être un ado dans cette époque du divertissement pur. Et c'est vrai que pour le coup, ils ont vraiment insufflé une nouvelle dynamique à Hollywood, Ouais. avec des films très punchy, où on rit, où on a peur, il y a beaucoup de suspense, il y a beaucoup de rythme, etc. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de très jouissif pour le spectateur. Et moi, je me souviens très bien de la claque que j'ai reçue quand je l'ai vu la première fois, c'est que ça démarrait dès le générique. On n'attendait pas 3 plombes avant que l'action démarre. Bim, on s'assoit, la lumière s'éteint et ça démarre. Alors, ce qu'on ne sait pas forcément, ce que j'ai appris grâce à vous, ce que vous soulignez dans le documentaire, c'est la source d'inspiration de Spielberg. Eh bien, elle est française. Écoutez. Tu y crois encore au trésor du Maltec? De plus en plus.
Et les 3 statues ont serré la clé. Ah, parce qu'en plus, il y a un secret. Dites donc, on m'a pas donné 8 jours de ferme pour jouer aux Indiens dans le bateau Grosso, hein? Non? Oui. Frère. Qu'est-ce qu'on vient d'entendre? Alors on vient d'entendre un extrait de L'Homme de Rio, un film de Philippe de Broca avec Jean-Paul Belmondo, un film des années 60, très pop, très rythmé, très très sautillant. 64, et vous nous apprenez que Spielberg a vu ce film vu et revu quand il était ado, et vous montrez dans le documentaire qu'il a carrément piqué certaines scènes. Oui, ça l'a vraiment marqué, et c'est vraiment, je pense qu'il s'est inspiré du mélange de comédie et d'aventure, qui est quelque chose qui vraiment est représentatif des aventures d'Indiana Jones et qui n'était pas forcément dans le cinéma d'aventure. Il y avait un petit peu de blague, mais pas tant que ça. Et là, le côté très pop, très rigolo de Jean-Paul Belmondo et très athlétique du personnage qui saute partout, qui escalade des choses et tout ça, il l'a vraiment pris chez Philippe de Broca et chez Belmondo. Il a piqué la scène du début où Indiana trouve la petite idole dans la grotte. On la retrouve dans L'Homme de Rio. C'est ce que m'a indiqué Christophe Carrière, qui s'y connaît. Beaucoup d'extraits du film dans votre documentaire. Ça coûte un bras. Combien a coûté ce documentaire? Très cher ou cher? Non, ça coûte cher, mais on a des possibilités en France et aux États-Unis, en fait, de diffuser un certain nombre d'extraits dans le cadre de ce qu'on appelle soit le droit de citation, soit ce qu'on appelle le fair use aux États-Unis, qui est quand on est dans un cadre documentaire avec un décryptage d'une œuvre de manière pédagogique, on a une certaine flexibilité pour illustrer notre propos par des extraits. Donc, entre les achats et puis cette possibilité-là, on s'en est sorti. D'accord, faut expliquer le principe droit d'extrait. Les Américains imposent des achats de 30 secondes ou d'1 minute, c'est bien ça? Oui. En tout, vous avez eu pour combien d'achats de droits? On a quand même envie de savoir, il y a des techniciens qui nous écoutent, des professionnels du documentaire qui nous écoutent. Alors, il n'y en a pas eu tant que ça. Je pense que c'est surtout ce qui coûte un peu d'argent, c'est les avocats. Parce que pour le coup, pour que tout ça soit validé dans le droit américain, il faut surtout faire valider ça par des avocats américains. C'est ça, les États-Unis, l'avocat coûte plus cher que le film lui-même. J'exagère, mais à peine. On continue de parler d'Indiana Jones, le héros préféré dans le monde entier. On en parle avec Clélia Cohen et Antoine Coursac qui signent un doc qui passe ce soir sur Arte. À tout de suite. 9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. En compagnie de Clélia Cohen et d'Antoine Coursac, ils signent ce documentaire qui passe ce soir à 22h40 sur Arte, Indiana Jones, à la recherche de l'âge d'or perdu. Indiana Jones, dont les sondages indiquent qu'il est le personnage, le héros préféré dans le monde entier. Vous expliquez par ailleurs dans votre documentaire qu'Indiana Jones sonne la naissance du merchandising à outrance et la naissance presque du transmédia avec des jeux vidéo. Mais je me trompe, ou est-ce que c'était pas plutôt Star Wars qui était sorti en 77? Ou est-ce que c'est vraiment Indiana Jones la première? Star Wars, il n'y avait pas de jeu vidéo pour Star Wars. Le jeu vidéo Star Wars est arrivé après. Star Wars, il y avait déjà du merchandising. Ça existait, mais je pense que ça existait même avant avec des personnages, des super-héros de comics aux États-Unis, etc. Ce qu'Indiana Jones va inaugurer vraiment, c'est ce parallèle entre les jeux vidéo, le cinéma, la bande dessinée, le merchandising dans les magasins de jouets. C'est-à-dire que tout d'un coup, ça va être un héros déclinable quasiment sur tous les supports qui touchent les jeunes. Alors, on parle de l'avenir, donc les jeux vidéo, mais aussi le passé, la fête foraine. Dans l'épisode 2, Indiana Jones et le Temple maudit, vous soulignez que Spielberg traite son scénario comme une attraction de fête foraine, c'est-à-dire... C'est-à-dire que dans ces films-là, on prend jamais sa respiration. Il y a vraiment, c'est comme des montagnes russes, la façon dont ils organisent leur récit cinématographique. Et donc c'est vrai qu'Indiana Jones est tout le temps entraîné dans une péripétie qui en entraîne une autre, et il tombe dans un trou, et il tombe sur des rats et sur des souris et sur des araignées. Et donc il y a cette surenchère qui donne un rythme trépidant et qui rappelle un peu une ambiance de train fantôme en fait, avec des momies qui surgissent, etc. Et d'ailleurs l'attraction est à Euro Disney. De toutes les anecdotes que vous avez trouvées sur la saga, j'imagine que vous en avez vu plus que celles qui sont à l'antenne. Est-ce que vous avez une préférée? Il y a cette fameuse scène du fouet où en fait dans le premier épisode, Indiana Jones se retrouve face à un combattant qui a une épée, qui a l'air d'être vraiment un expert du sabre, et lui en fait au départ ça devait être un combat entre le fouet et le sabre, et c'était assez long à mettre en place. Il se trouve que Harrison Ford avait la tourista à ce moment-là, et il était très 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 gêné, c'était très difficile, il faisait très chaud pour lui, et donc voilà, il a eu l'idée de proposer à Spielberg, je
laisse tomber le fouet, je sors mon flingue et je le bute. Et vous-même, est-ce que vous avez une anecdote préférée ? Moi j'en ai plein, mais moi j'aime bien celle de la scène des serpents où il y a donc Harrison Ford Indiana Jones a une phobie des serpents. Il se retrouve dans une grotte où il y a plein de serpents, sauf qu'au moment du tournage ils avaient commandé 2000 serpents, ce qui est quand même déjà considérable. Ouais. Et puis Spielberg, il trouve que ça fait cheap, qu'il n'y en a pas assez. Parce qu'en fait, le studio est grand et qu'en fait, ils sont étalés. Et il fait venir, c'est le seul caprice qu'il ait eu sur ce tournage où il a été très très raisonnable, où il a fini 12 jours d'avance sur le plan de travail. Ils ont commandé 5000 serpents qui sont arrivés en 2 jours de Hollande, je crois, pour que cet aspect phobique puisse être mis à l'écran comme Spielberg l'entendait. Transition toute trouvée, on va passer du serpent à Ève, donc à la femme, car vous penchez également sur le rôle de la femme dans la saga. On ne peut pas dire qu'elle soit vraiment mise en valeur. Dans le 1, elle subit. Dans le 2, elle hurle sans cesse. Dans le 3, c'est une traîtresse qui couche pour parvenir à ses fins. Et dans le 4, ça s'arrête. Alors, je mettrai un bémol sur le 1 par rapport à ce que vous dites. Parce Allez-y. que dans le 1, non, au contraire, je la trouve très pétillante et piquante, vraiment en droite ligne des héroïnes du cinéma classique hollywoodien de Howard Hawks, des héroïnes qui ont du caractère. Elle met un coup de poing à Indiana Jones. Enfin, je veux dire, elle a tout le temps de la répartie, il s'engueule beaucoup. Je suis d'accord avec vous sur l'héroïne du 2 qui effectivement crie pendant tout le film, et l'héroïne du 3 qui est un petit peu... voilà. Le 4, je pense qu'ils ont pris un peu conscience de leur travers, ils ont fait revenir l'héroïne du 1, donc avec ce rapport un petit peu chien et chat qu'il y avait déjà dans le 1 avec Karen Allen. Un mot sur le titre de votre documentaire À la recherche de l'âge d'or perdu, ça n'existe plus à Hollywood. Comment vous l'expliquez ? Disons que l'âge d'or hollywoodien, c'était vraiment cette époque où Hollywood diffusait dans le monde entier des films qui permettaient à tout le monde de voyager, où il y avait des grands récits, etc., etc. Et en fait, c'est vrai que Indiana Jones permettait de renouer avec ce grand cinéma de l'époque des studios, qui est vraiment fondateur dans l'imaginaire de Spielberg et Lucas. Ouais. Aujourd'hui, tout ça a été remplacé par le cinéma de super-héros, qui a un petit peu pris la place du western, si on veut. Mais très, très clairement, en tout cas, on n'a pas... Ça fait moins rêver que ça n'a pu faire rêver. Et c'est vrai que Indiana Jones, pour le coup, c'était du dépaysement, de l'aventure, du rire, des émotions. Enfin voilà, on renouait avec le grand cinéma. Ouais, mais alors comment vous expliquez que la licence est perdue à ce point de sa superbe ? Le dernier volet a été étrillé par la critique. Je pense que ceux qui fabriquent Indiana Jones ont vieilli eux aussi, et que c'est toujours difficile. Pourquoi ils ne se renouvellent pas ? Puisque les super-héros ont plus d'un siècle et ça se renouvelle sans cesse et toujours, avec des jeunes qui prennent la place des anciens. Oui, peut-être que ça se renouvellera quand Harrison Ford sera trop vieux pour jouer Indiana Jones, et qu'une nouvelle génération d'acteurs, de réalisateurs et peut-être d'auteurs arriveront. Là, c'est pas ce qui se profile, puisqu'il est censé jouer dans l'épisode 5 qui doit sortir dans les 2 ans et qu'il aura 80 ans au moment de reprendre le rôle. Mais il va faire comment alors ? Ça, on n'en sait rien, c'est un petit peu... c'est énigmatique. Mais il y aura peut-être un second héros, on sait ce qui est prévu. On ne sait rien. Rien n'a fuité ? Rien n'a fuité. Parce que c'est quand même difficile de faire carapahuter un type de 80 ans en faisant croire qu'il est dans un film de Philippe de Broca. Oui, malgré... Mais il y aura peut-être une dimension crépusculaire qui peut être intéressante aussi. Alors toutefois, dans le 5e volet, c'est pas Steven Spielberg qui va réaliser, mais James Mangold. On peut dire qui il est, James Mangold ? James Mangold, c'est un réalisateur très très intéressant qui a fait un film justement sur Wolverine, un des super-héros, mais dans une phase pas très, très crépusculaire, qui s'appelait Logan. Ouais. Un film très sombre où le héros vraiment en proie à des doutes et puis aussi à une perte de sa puissance, etc. Donc ça peut être intéressant. Il a aussi fait un très beau film sur des coureurs automobiles qui s'appelait Le Mans 66. C'est un très bon cinéaste et je suis du coup moi très impatiente qu'il s'approprie cette franchise. Même question, Antoine Coursat, vous partagez l'enthousiasme de Cléa Cohen ? En tout cas, j'attends une bonne surprise. Je pense qu'il y a certaines franchises comme les Rocky par exemple qui, pareil, ont eu du mal à un certain moment à se renouveler. Puis tout d'un coup, il y a un réalisateur qui amène un regard différent, qui permet de redémarrer parfois avec de nouveaux personnages, avec de nouvelles intrigues et en fait de transformer un héros en autre chose. Donc j'espère ça. Question à tous les deux, pourquoi vous êtes-vous intéressés à ce sujet ? C'était une commande d'Arte ou c'est vous-même qui êtes arrivé avec ce projet dans vos cartons ? C'est le producteur qui est venu nous voir, qui avait eu cette idée, qui intéressait fortement Arte. Et quand il s'est rapproché de nous, ça a été tout de suite une évidence parce que ça fait partie des personnages qui nous-mêmes nous ont énormément nourris. Je veux dire, moi je pense que j'ai vu le premier, j'avais 5 ans. Ouais. J'ai vu le deuxième, je devais en avoir 9. J'ai vu le troisième, je devais en avoir 14.
14. Donc ça a vraiment accompagné toute mon adolescence. Mais à la base, vous étiez fan ou pas du tout? Ou vous êtes journaliste et les journalistes s'intéressent au sujet les uns après les autres? Oui, enfin moi j'étais fan quand j'étais petite, après ça m'était un petit peu passé, mais c'est vrai qu'avec Antoine on a fait beaucoup de documentaires sur des héros, des icônes de pop culture, John Travolta, Stallone, et donc là ça paraissait vraiment dans la droite ligne de ce qu'on avait fait avant, c'est d'étudier aussi comment la pop culture se met en place dans une société au moment où la société est prête pour cette icône-là. On raconte une époque en fait à travers des héros et à travers ces différents sujets qu'on a pu faire ensemble. On a fait aussi quelque chose, par exemple, sur le cinéma ado américain, c'est qu'on se rend compte que finalement, le cinéma ne vient pas juste comme ça par hasard. C'est-à-dire qu'il correspond à un moment T dans l'histoire de nos sociétés. Et donc ça nous intéresse aussi beaucoup de décrypter ça. Merci beaucoup Antoine Coursat, merci Clélia Cohen. Je le rappelle, Indiana Jones à la recherche de l'âge d'or perdu, c'est ce soir à 22h40.